peux dire juste un mot. Je pense que ce qui est frappant dans ce cas, et surtout la démarche stratégique qui est la sienne, c'est la durée. Je pense que c'est la chose la plus frappante. On parle aujourd'hui de brand content, on parle aujourd'hui de contenu de marque, que sais-je encore. On voit que c'est quelque chose qui date de près de 18 ans, bientôt sans doute 20 ans, et qui continue de perdurer, d'alimenter la marque. Donc le contenu de marque, je pense que c'est eux qui l'ont installé depuis bien longtemps et bien avant tout le monde. Oui, oui, je crois que tu as raison pour une fois. Le contenu de marque, c'est vraiment eux qui l'ont créé. On ne parlait pas de brand content encore à l'époque. C'était vraiment pas habituel. Et ils ont surtout fait une énorme rupture, je crois, c'est de se dire comment est-ce que je vais pouvoir sortir des formats et des endroits où se fait la publicité habituellement. Je crois que cette démarche, elle a eu le courage de laisser la marque un tout petit peu en arrière, un tout petit peu au second plan, ce qui n'était pas évident dans une démarche publicitaire au départ. Au départ, la publicité, c'est regarder ma marque comme elle est belle et je la répète et je la répète et je la répète. Enfin, fut un temps, mais on est encore là-dedans. C'était du temps de la réclame. Exactement, mais ça c'était ton époque, moi j'étais pas encore née. Et la marque a accepté de se mettre un tout petit peu en retrait pour non pas se donner à voir immédiatement dans son nom et dans sa répétition, mais plutôt donner à sentir son univers et son territoire. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Si, et puis par rapport au secteur dont elle vient, je pense que un secteur où le prix était avant tout le message principal, où la quantité des produits et l'accessibilité des produits à des prix les plus raisonnables, voire les plus bas, je trouve qu'ils se sont mis dans une posture, là aussi qui était nouvelle à l'époque, qui était quasiment une posture de, plus que de bénéfice, de service aux consommateurs. Et en ça changeait aussi le paradigme de la communication, qui à l'époque était encore très distribution, très prix barré, très promotionnel. Et donc du coup, avoir une marque qui décide d'être en retrait, de ne plus parler d'elle, mais de parler de l'environnement qui constitue son champ d'action et de le faire découvrir au prisme du consommateur, je trouve que tout ça mis bout à bout était effectivement non seulement révolutionnaire, mais reste encore aujourd'hui un cas d'école, au sens où personne, à mon avis, n'a fait autant de temps, autant de durée, et aussi bien. Ça peut inspirer l'idée d'un travail à long terme, que la communication est un travail à long terme et pas forcément des one-shots au maximum, à fond et répétés. Ce qui fut un temps le modèle, c'est de se dire qu'une marque, ça se construit. Enfin, nous, on prend souvent le parallèle avec une maison. Une marque, ça se construit pierre par pierre et ça va tout doucement. Et une fois qu'on a construit quelque chose, c'est quelque chose de très solide, quelque chose dans lequel on peut évoluer, dans lequel on peut monter, descendre, aller à droite, aller à gauche. Et là, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont construit un territoire et ils ont accepté de prendre leur temps. Je crois que c'est une campagne qui dure, qui a pris son temps pour s'installer et qui dure. Et c'est vraiment... Et souvent, on confond réactivité des opérations de communication, quitte à ce qu'elles soient tactiques et presque opportunistes à un moment donné, et construction de la marque. Et c'est vrai que souvent, la fusion des deux calendriers font qu'on a des marques erratiques et qui changent, ce qui n'est pas le cas de Leroy Merlin. L'hystérie du buzz. L'hystérie du buzz, l'hystérie du coup contact, l'hystérie du court terme, en fait, pour avoir des quick wins, au sens où un certain nombre de profils dans les entreprises ne passent pas 18 mois dans leur poste, donc du coup, il faut faire des effets rapidement pour que ça se voit. Il y a un point important sur Leroy Merlin, c'est qu'à la même époque, celui qui avait de l'avance sur le contenu, c'était Castorama. Et Castorama, qui avait inventé les castostages, qui au travers des castostages avait déjà mis en magasin la notion de service, d'accompagnement, de proximité au plus près du client, parce que on formait les clients à mieux acheter finalement des produits chez nous pour qu'ils puissent faire du bricolage et de la décoration à la maison, se sont fait piquer le sujet, pas par défaut de vision stratégique, par défaut de durée et de cohérence dans leur positionnement. Et du coup, Leroy Merlin, en arrivant par-dessous avec son programming, puis son magazine, puis des enseignements en magasin, puis des services jusque dans les étiquettes et dans l'impact sur les prix et la fidélité, a complètement embrassé le secteur, là où l'idée de Castorama est restée une idée bonne de départ, totalement déconnectée de la stratégie, et c'était une forme d'opportunisme opérationnel
qui leur a coûté, à mon avis, très cher. Oui, parce qu'ils n'ont fait qu'un coup, hein, Castorama. Ils ont fait la campagne et les castostages. Mais là où le Roi Merlin est intéressant, c'est qu'il y a le programming, il y a le magazine, il y a du contenu sur Internet. Ils ont fait des fiches extraordinaires. Ils sont devenus presque un endroit pédagogique. Quand on voulait faire un bar dans sa cuisine, on allait voir les fiches Le Roi Merlin et on les fait. Donc c'est devenu presque une référence dans le domaine. Donc ils ont mis du contenu partout, pas uniquement avec le programming. Oui, c'est décidé que le chef de produit ou le chef de rayon est au service, non pas de la mise en place du rayon uniquement ou du bon sourcing, mais effectivement du consommateur. Et du coup, l'acte de pédagogie, il va jusqu'au rayon. Mais de la même manière, finalement, qu'en distribution, quand Monoprix avait fait un de ses premiers fer de lance, avait utilisé ses caissières comme premier fer de lance de la réforme de son nouveau positionnement il y a plus de 10 ans, ça passait par la satisfaction client, c'est-à-dire la sécurité et l'assurance de savoir qu'on pouvait faire réacheter parce que le dernier point d'expérience était bon en caisse. Le premier, peut-être, c'est de ne pas hésiter à sortir des clous. Franchement, aujourd'hui, ça paraît évident, mais replaçons-nous. En 1997, une marque qui dit « je ne fais pas de publicité, je ne fais pas de publicité dans les écrans publicitaires ». Je sors, il a fallu faire des négociations, j'imagine, avec les chaînes. Il a fallu mettre en place une structure de production de contenu. Ils ont eu l'audace et le cran de créer un format qui correspondait à leur message et non pas de faire rentrer au chausse-pied le message dans des formats qui existaient. Et en ça, on peut dire qu'aujourd'hui, le programming est presque dans l'ADN. Ils ont presque fait de Leroy Merlin une marque média. Le format caractérise la marque. Et ils ont fait le magazine d'ailleurs. Et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une chose à dire aux étudiants, c'est n'hésitez pas à créer des nouvelles choses, des nouvelles manières de faire de la publicité, de faire de la communication. Ça n'existe pas. La marque voudrait l'avoir, ça lui irait bien, créez-le. Oui, et c'est cette marque qui a plus qu'une plateforme de marque, qui a presque un contrat éditorial. Et un contrat de lecture, si on voulait transposer avec le domaine de l'édition, ça c'est quelque chose d'étonnant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans ce système-là, non seulement qu'ils se sont appropriés une mécanique, ils ont embrassé le secteur au point de pouvoir de donner aux autres, parce qu'en fait, en se mettant complètement à disposition de tout le monde, c'est aussi mettre la marque accessible, y compris à ses concurrents, donc c'est assez intéressant. Mais c'est qu'aussi, ils ont non pas tordu la stratégie dans les systèmes existants, ils ont étaient rigoureux sur leur stratégie et leur plateforme, et ils ont cherché et ils ont construit les systèmes qui allaient avec ça. Donc c'est vrai qu'il y a un moment donné, c'est pas être dogmatique, mais il y a la rigueur à un moment donné, elle est dans la plateforme, elle est dans l'essence de marque. Peut-être un dernier petit message, depuis le temps où Leroy Merlin a créé ses programming, beaucoup de marques s'y sont mises. Et il y a peut-être une petite réflexion à avoir aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il y a des tunnels de programming comme il y a des tunnels de pub. Et que le mimétisme, voilà, ils ne sont plus les seuls. Et que le mimétisme qu'on a pu observer en publicité traditionnelle, on le voit en programming, et que du coup ça perd son effet. Et qu'il faut aussi réfléchir, c'est pas parce que ça marche chez l'un que ça va marcher chez l'autre et qu'il faut forcément imiter ce qu'a fait l'autre. Mais aujourd'hui, certains formats de programming en plus sont très légers.